Monsieur Pierre Rosanvallon, je n'ose pas dire cher collègue, ce n'est pas possible. Bien sûr qu'une présentation classique à laquelle vous vous attendez peut-être peut se réduire à une notice biologique qui fait un peu nécrologique au bout d'un moment. C'est très inquiétant. L'homme et ses œuvres. L'homme, de sa naissance à aujourd'hui, c'est une trajectoire qui est singulière parce qu'elle est atypique. Vous êtes à la fois, et je sais de quoi je parle dans l'université, un homme engagé, CFDT, au plus haut niveau, conseiller d'Edmond Maire. Vous êtes un représentant de la deuxième gauche, proche, on ne peut pas dire même très proche, de Michel Rocard. Vous êtes très près du pouvoir et des positions qui ne sont pas simplement intellectuelles, et en même temps, vous êtes un formidable intellectuel. Dans les travaux, la trajectoire de la Fondation Saint-Simon jusqu'à aujourd'hui, la République des idées, montre l'énergie que vous avez déployée pour comprendre le monde où nous sommes. De l'école des hautes études en sciences sociales jusqu'au Collège de France qui couronne d'une certaine manière votre carrière, vous êtes quelqu'un qui force l'admiration, y compris de la part d'un universitaire. Vos œuvres, je vous épargnerai le récit avec les titres, même si j'ai envie de dire que depuis l'âge de l'autogestion, en 1976, jusqu'à ce livre, ou Le bon gouvernement, en 2015, en passant par des titres qui sont restés dans les mémoires. La crise de l'État-providence, le moment Guizot, la nouvelle question sociale, la société des égaux. Bref, ça fait presque partie de notre vocabulaire aujourd'hui dans la science politique. Au-delà de cette crise écrasante, c'est votre histoire aussi intellectuelle, celle du temps que vous avez vécu et où nous avons vécu, que vous nous présentez. Et au fond, l'ouvrage que vous nous présentez ici, qui s'intitule « Notre histoire intellectuelle et politique, 1968-2018 », c'est deux choses que j'ai rarement, et je pourrais même dire, je crois, jamais trouvées. D'abord, c'est une histoire personnelle, c'est votre histoire. Et c'est presque votre CV, non pas mis en scène, mais explicité. D'où je pars, où je suis aujourd'hui. Ce livre, on a envie de le commenter comme un parcours personnel qui permet de savoir qui vous êtes. D'ailleurs, vous utilisez tout à travers le livre la première personne du singulier, ce qui est extrêmement difficile. En général, on se cache dans l'université derrière le « nous », non pas de majesté, mais d'humilité. Et là, vous avez, non pas l'audace, mais la franchise d'assumer une histoire qui est à la fois politique et personnelle, dans les méandres, les tâtonnements, quelquefois les à peu près, puis les trouvailles dont vous nous donnez les différents éléments. Mais en même temps, votre histoire, et vous avez eu raison de prendre ce titre, c'est notre histoire. Elle n'est pas que la vôtre, personnelle, auquel cas ça serait une sorte de biographie avant l'heure. C'est notre histoire, celle que nous avons tous traversée dans ces 50 dernières années. Je me suis moi-même, j'ose le dire, un peu reconnu dans cette histoire parce que j'ai quelques années de plus que vous. Les gens que vous citez, les ouvrages que vous avez mis dans votre livre, c'est exactement ce que j'ai lu. Et quelquefois, j'en ai rencontré, que ce soit Rocard, que ce soit Foucault, ou quelques autres, ou Bourdieu. Et je me disais, c'est vrai, c'est ça que l'on a vécu dans ces dernières années. De découvrir que, au fond, ce que je croyais, moi, avoir été une expérience personnelle dont je ne parle pas, était en fait, et vous avez eu raison de le faire, l'histoire d'une génération et l'histoire des soucis, des espoirs et des échecs, quelquefois, de cette génération. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui, puisque c'est votre conclusion, et quelles sont les tâches qui nous attendent? Il y a une seule tâche qui vous passionne depuis ces années-là, c'est émanciper l'esprit et les groupes auxquels nous appartenons. Et je voudrais, au fond, terminer par un petit mot qui est de quelqu'un que vous avez bien connu, qui est Michel Rocard, et que j'ai connu pour d'autres raisons. Et dans une conversation, je le vois me dire, tu sais, au fond, je suis le produit de toutes mes contradictions.
Et je pense que ce n'était pas un aveu de faiblesse, parce que ces contradictions, elles étaient porteuses, elles étaient innovantes, elles étaient pleines d'espoir, et c'est ce qui fait que nous allons vous écouter ce soir. Merci, monsieur. Je vous remercie de cette présentation généreuse. Il est vrai que je suis d'une certaine façon un universitaire atypique, parce que je suis devenu universitaire pour répondre aux questions que je me posais quand j'étais un jeune militant. Car j'ai eu le sentiment très tôt, lorsque j'étais secrétaire confédéral à la CFDT, que pour avancer dans l'action, il fallait être armé intellectuellement. Et que fabriquer ces armes intellectuelles, les développer et les rendre accessibles à tous, appropriables à tous, c'était aussi une bonne définition de la démocratie. La démocratie, c'est rendre les citoyens plus capables de maîtriser le monde, car si on ne comprend pas le monde, eh bien on le subit. Et c'est pour cela que j'ai eu la chance de faire carrière intellectuelle, si je puis dire, dans deux institutions qui étaient des institutions d'ouverture, l'École des hautes études et le Collège de France, dans lequel chacun, en quelque sorte, enseigne les livres qu'il est en train d'écrire, les recherches qu'il est en train de mener, en dehors de tout programme obligatoire. Et ce dernier livre que j'ai écrit répond d'une certaine façon à cet impératif. Car si j'ai écrit ce livre, c'est comme pour beaucoup d'entre vous probablement, en tout cas de beaucoup de personnes que je connais, domine aujourd'hui un sentiment de désarroi, un sentiment d'être dans le brouillard et une interrogation sur les conditions dans lesquelles on pourrait retrouver la voie qui soit une voie directrice, une voie qui donne un sens, une voie qui raconte une histoire, qui permette de donner sens à l'action et de redonner sens à une forme d'espérance. Car en effet, lorsque l'on voit dominer aujourd'hui des sentiments d'interrogation, des sentiments de perplexité, très souvent, ils se lient à des formes de colère, à des formes de répulsion, à des formes d'agacement. Et on voit effectivement aujourd'hui que se multiplient ces passions et ces sentiments. Mais le rassemblement des colères ne fait pas un programme. Le rassemblement des colères ne dessine pas une alternative. Et c'est pour cela qu'il y a besoin de comprendre là où nous en sommes. Et si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je sentais le besoin qu'il fallait recomprendre ce qu'avait été cette histoire depuis ce moment emblématique qui est 68, mais on peut dire de façon plus générale, le programme des années 60. Les années 60 qui marquent un bouleversement un peu partout dans le monde. C'est la fin, enfin c'est au contraire le cœur des 30 Glorieuses. Et cette histoire française, elle est aussi une histoire internationale. Et si nous avons besoin de le faire, c'est que l'impuissance et l'impensé font toujours ménage ensemble. Et que si je n'ai pas écrit mon histoire, c'est parce que je pense que l'histoire que j'ai vécue, elle ne fait que donner sens, elle ne fait que rendre plus sensible une histoire qui, elle, est tout à fait une histoire collective. Et ça n'est pas du tout un livre qui est un livre de l'ordre des mémoires, c'est un livre qui est un livre d'histoire, qui est éclairé, en quelque sorte, par une trajectoire personnelle qui donne à cette histoire collective une saveur plus concrète d'une certaine façon. Car l'histoire n'est pas simplement une histoire des idées, elle n'est pas simplement une histoire des concepts, elle est aussi une histoire des sensibilités. Elle est aussi une histoire de ce que l'on vit pratiquement et concrètement. Et c'est pour cela qu'avec cet ouvrage, j'ai voulu replonger dans ce qu'avaient été les attentes, les espérances, mais aussi les perplexités, les régressions, les impasses, les bifurcations de ces 50 dernières années. Car c'est en regardant ces 50 dernières années, me semble-t-il, que l'on peut retrouver le moyen de ce que j'appellerais la nécessité de réarmer le présent. La nécessité de réarmer le présent en purgeant la mélancolie,
en purgeant la mérosité, en purgeant le désenchantement. Et pour le faire, il y a une double façon de le faire. Une première façon de le faire, c'est de retracer l'histoire courte de ces 50 dernières années, mais de lier cette histoire des 50 dernières années à une histoire plus longue, celle de l'émancipation, celle des conditions dans lesquelles des hommes et des femmes ont pensé, selon la formule de Kant, qu'ils voulaient sortir de l'état de minorité, devenir des personnes reconnues dans leur dignité, dans leur égalité, dans leur liberté, dans leur capacité d'agir seuls et aussi d'agir collectivement, en dehors des prescriptions, des pouvoirs établis et des traditions qui enchaînent le présent. Et pour faire cette double histoire, j'ai donc commencé par retracer ce passage, en quelque sorte, des années 70 à ce qui a suivi. Les années 70, ce sont des années qui prolongent 68. On peut dire que 68, ça n'est pas simplement l'événement. 68, c'est le mouvement de civilisation qui a débuté dans les années 60, trouvé en quelque sorte une expression un peu plus forte à ce moment-là, mais qui s'est développé, déroulé tout au long des années 70. Et il est bien dommage que bien des livres qui aient parlé de 68 en aient parlé selon la vieille tradition de l'histoire bataille. On a parlé des grandes manifestations, on a parlé de personnalités emblématiques. Mais la réalité, c'est qu'il y a un 68 profond qui a existé pour toute la société française, qui a traversé les familles, qui a traversé les écoles, qui a traversé les entreprises, qui a traversé les associations, les syndicats, les partis politiques. Et c'est cette histoire profonde qui a donné toute sa richesse aux années 70. Années 70 qui ont été celles de l'exploration dans tous les sens, qui ont été celles de la réflexion souvent fiévreuse et active. Et puis ensuite, et qui s'est traduite par beaucoup de choses concrètes concernant le droit des femmes, beaucoup de choses concrètes concernant le rapport des parents aux enfants, beaucoup de choses concrètes concernant la façon dont l'école fonctionnait, dont les étudiants avaient des relations avec leurs professeurs, dans l'entreprise aussi. N'oublions pas que 68, c'est la naissance de la section syndicale d'entreprise, mais qu'après le rapport Sudreau, ce sera également la mise en place des groupes d'expression, ce seront aussi des nouvelles luttes sociales pour contrer la hiérarchie des salaires. Ce sera également les nouveaux mouvements d'OS sur les conditions de travail. Ce sera le développement des conflits d'entreprises où il y a des majorités de femmes qui travaillent. Donc c'est toute cette histoire des années 70. Elle est une histoire, un moment d'expérimentation, un moment de conflits sociaux, un moment d'espérance, et on va voir les années 80 qui vont devenir paradoxalement au moment même où pour beaucoup l'arrivée de la gauche au pouvoir est un signal positif et déclenche évidemment beaucoup d'attentes. On va voir arriver ce que Félix Guattari appellera les années d'hiver. Et effectivement, moi je l'ai vécu de façon très directe. Les années 70 ont été les années de l'exploration intellectuelle et les années 80 vont être davantage des années du piétinement. Si l'on voit les grands textes de la période, beaucoup des grands livres sont des livres des années 70. Ceux des années 80 seront beaucoup moins nombreux. D'où vient ce passage à l'engourdissement? C'est une question qui n'a cessé de me tarauder. Et je crois qu'il y a deux explications. Deux explications sur des registres très différents. Une des premières raisons de l'engourdissement, du passage de l'âge de l'exploration à l'âge un peu du piétinement, a tenu d'abord au fait que tout ce qui avait été élaboré, tout ce qui avait été espéré en 1968, en était souvent resté à des mots d'ordre extrêmement généraux. Et par exemple, le terme même d'autogestion, qui était sur toutes les lèvres et sous toutes les plumes pendant ces années 70, on va voir qu'il disparaît presque brutalement au début des années 80. Et moi-même qui ai commencé, un de mes premiers livres est un livre qui s'appelait « L'âge de l'autogestion » et
j'ai couché sur le papier des milliers de fois le mot autogestion, et après 1980, il a d'un certain point de vue disparu. Ce mot autogestion qui traduisait toutes les attentes d'autonomie, toutes les attentes de voir mettre en place des institutions qui ne fonctionnent plus sur un mode hiérarchique, une démocratie qui ne soit plus simplement une démocratie de délégation, mais également une démocratie dans laquelle il y a une possibilité de prendre la parole pour chacun, d'être écouté, de compter pour quelque chose. Alors pourquoi il y a eu ce point d'arrêt d'un certain point de vue? Alors il faudrait d'abord dire que ce point d'arrêt n'a pas été général. Il y a un domaine dans lequel l'esprit des années 60, l'esprit de 68 n'a cessé de souffler, c'est le domaine de l'extension et de la conquête des droits personnels. Car cette aspiration de 68 à ce que l'individu soit reconnu comme tel, comme celui qui décide pour lui-même, qui maîtrise sa vie, eh bien, c'est ce qui a nourri les combats féministes à partir de cette période et qui continue encore aujourd'hui. C'est ce qui a constitué tout un ensemble de mouvements dans le travail, dans le monde ouvrier, et qui continue aujourd'hui pour la possibilité d'avoir un travail qui soit un travail plus reconnu, plus autonome. Et donc, je dirais que cette première aspiration qui était au cœur de 68, de voir le droit des personnes, rendre chacun davantage propriétaire de lui-même, exister comme un citoyen libre face aux autres, quelqu'un dans l'égalité du respect. Cette ligne des années 60, et qui a été en quelque sorte symbolisée comme le point nodal de 68, eh bien cela, ça a continué. Ça, c'est le domaine de la continuité. Mais les deux domaines dans lesquels les choses ont davantage patiné, disons, c'est ce qui étaient les deux autres grands aspects de l'émancipation. D'abord, l'émancipation politique, c'est l'invention d'une démocratie plus vivante. Alors bien sûr, il y a eu à partir de ce moment-là toute une réflexion et des expérimentations dans de nombreux cas de démocratie participative, de budget participatif. La loi elle-même, au début des années 2000, a mis en place des comités de quartier dans les villes de plus de 200 000 habitants. Il y a eu tout un ensemble d'initiatives qui ont été présentes et qui ont été essayées pour fabriquer une démocratie plus vivante. Mais au fond, ça n'a été que timide. Tout le monde a bien le sentiment aujourd'hui qu'il y a toujours une démocratie qui ne met pas le citoyen au cœur des choses, qu'il y a toujours aujourd'hui une démocratie qui ne remplit pas vraiment son programme de représentation de la société, de donner la parole à tous et de faire que la discussion soit plus collective. Et de la même façon, dans l'ordre, je dirais, de l'économie, dans l'ordre de la transformation des entreprises, de la régulation de l'économie, eh bien là aussi, il y a le sentiment que tout un ensemble d'espérances se sont un peu arrêtées. Que l'on voit par exemple simplement la réflexion sur la réforme de l'entreprise, qui était extrêmement vivante dans les années 70. Pas simplement à cause des livres qui avaient été écrits par François Bloch-Lenné, du rapport Sudreau et de quantité d'ouvrages de la période. Il y avait véritablement, je dirais, un chaudron de réflexion culturelle autour de ces questions-là. Et puis, c'est simplement, on voit très récemment, que c'est redévelopper la réflexion sur, par exemple, les entreprises dites de mission. Vous avez vu toute la littérature scientifique et qui intéresse le monde syndical qui recommence. Donc pourquoi, à part le mouvement des droits, y a-t-il eu ce piétinement? Je crois qu'il y a deux grandes causes. La première cause, c'est tout simplement que derrière les aspirations de 68, il n'y avait pas les fondements intellectuels, il n'y avait pas la reconstruction intellectuelle à la hauteur des attentes de la période, à la hauteur des ambitions de la période. Si je prends par exemple la question de la démocratie, qui est une de celles qui m'a intéressé dans mon travail le plus continuellement, on voit bien que la réflexion sur le sens de la représentation, que sur la démocratie directe et ses limites, sur le statut démocratique du référendum, tout cela restait extrêmement vague.
Et du coup, quelqu'un comme moi et beaucoup autour de moi ont senti le besoin qu'après les enthousiasmes, il fallait en quelque sorte retourner au travail, qu'il fallait refaire le bagage d'idées de la démocratie française. Et que s'il y avait ce piétinement, c'est aussi parce que notre bagage d'analyse était devenu insuffisant. Nous avions les concepts de nos impatiences, mais nous n'avions pas les concepts de nos attentes. Et c'est cela qu'il m'a semblé important de faire. Et donc, j'ai bien ressenti pendant cette période-là que je suis passé, moi qui avais été un secrétaire confédéral de la CFDT, moi qui avais été très proche de Michel Rocard, qui avait été très impliqué dans des revues comme la revue Faire, j'ai ressenti le besoin, en quelque sorte, de retourner en bibliothèque. Et si je suis devenu universitaire, d'un certain point de vue, c'est pour cela. C'est pour faire ce travail. Non pas pour faire une carrière universitaire, mais pour faire ce travail de reconstruction. Et cela a pris beaucoup de temps. Si je prends mon exemple personnel, je vois que pour faire le point sur les raisons de l'inachèvement démocratique, sur la conceptualisation, sur les conditions de reconceptualisation d'une démocratie vivante, eh bien, il a fallu que je me réapproprie toute l'histoire de la démocratie française, toute l'histoire des expérimentations, des échecs, des erreurs, des combats du XIXe siècle. Et toute l'histoire aussi des perversions de la démocratie. Car après tout, si l'Europe a été le continent d'invention de la démocratie avec l'Amérique, l'Europe a été aussi le continent d'expérimentation des grandes perversions de la démocratie. L'Europe est le continent de la démocratie et le continent des totalitarismes. Et c'est une chose que nous ne devons jamais exister. C'est que là où la démocratie s'affaiblit, eh bien, elle peut laisser la place à des prétendants qui retournent la démocratie contre elle-même. Et c'est effectivement ce qui s'était passé au XIXe siècle et au XXe siècle. Donc, la première raison, c'est ce besoin de retourner, en quelque sorte, au travail. C'est aussi parce que la pensée des années 60 est une pensée qui avait été une pensée trop uniquement critique. Une pensée critique du totalitarisme. Mais la critique du totalitarisme, il était indispensable de la faire. Mais cette critique du totalitarisme, si elle ne débouchait pas sur une vision enrichie de la démocratie, elle n'avait pas complètement rempli son rôle. Et c'est un peu ce qui s'était passé dans les années 70. La critique du totalitarisme avait été très, très vivante, avec des penseurs, bon, bien sûr, un grand nom comme celui d'Hannah Arendt, mais aussi des noms comme ceux de Claude Lefort, des noms comme ceux de François Furet. Eh bien, elle n'avait pas débouché sur une reconceptualisation de la démocratie. De la même façon, une des grandes critiques de l'époque, en tout cas dans les rangs de la deuxième gauche, c'est la critique du jacobinisme, la critique de la centralisation. Et cette critique, elle a porté beaucoup de fruits, parce que d'abord, elle a entraîné les réformes sur la décentralisation du début des années 80. Et elle a nourri tout un ensemble d'attentes de la société civile. Mais là aussi, elle n'a pas complètement réussi à reconceptualiser le rôle de la société civile dans une démocratie moderne. Enfin, ça avait été une constante de la période, et ça c'était un grand thème de Michel Rocard, de dénoncer les archaïsmes. Et effectivement, ces archaïsmes pouvaient paraître puissants. Mais une fois que l'on a fait le procès des archaïsmes, eh bien là aussi, il faut développer les perspectives qui permettent non pas simplement de penser à neuf, mais de construire des institutions d'avenir, ce qui n'était pas le cas. Et donc, une des premières raisons de l'essoufflement, c'est à la fois qu'il y avait peut-être eu dans les milieux de la deuxième gauche et peut-être de la gauche plus généralement, une forte critique, une forte pensée critique, mais beaucoup moins une pensée de réélaboration. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième raison pour laquelle il y a eu cet essoufflement dans les années 1980, c'est le paradoxe de la victoire de la gauche. La victoire de la gauche, elle a été une victoire qui n'a pas souhaité, en tout cas c'est
tout l'esprit de ce qui avait été la campagne de François Mitterrand, qui avait pour idée, pas simplement de faire une victoire feu de paille, ce qui avait été la grande tradition de la gauche. La grande histoire de la gauche, c'est de faire des victoires très importantes et ensuite, après, de regagner sa tanière une fois que quelques grandes réformes avaient été faites. En disant, au fond, la gauche risque toujours de s'appauvrir, risque toujours de se trahir si elle dure au pouvoir. Et donc, il faut qu'elle pratique des blitzkrieg et non pas simplement une culture du gouvernement dans la durée. Et autour de François Mitterrand, et là il y avait, je pense, un accord assez large autour de lui, il y avait l'idée qu'il fallait durer. Mais l'idée qu'il fallait durer, comment durer tout en produisant des changements dans cette durée? Alors effectivement, les premières années, ça a été les radios libres, c'était la décentralisation, c'était les lois Auroux, c'était toute la fin de la peine de mort, tout un ensemble de réformes qui ont été marquantes. Et après, le sentiment qu'il y avait en quelque sorte l'idée de durée qui devenait un objectif en lui-même. Et le tournant de 1983, il est décisif pour ce point. Parce que c'est un tournant qui n'a pas été un tournant qu'il faut comprendre comme une trahison. Il faut comprendre que c'est un tournant qui a été pris comme la décision de durer. Une décision de durer qui, à l'époque, il faut le rappeler, a été partagée par le Parti communiste. Le changement de 1983 a été défendu par Henri Krasuki à la tête de la CGT. Il a été défendu par le Parti communiste, qui n'a pas voulu quitter le gouvernement à ce moment-là et qui a défendu cette idée de durée. Mais comment durer si on n'a plus un bagage d'idées véritablement à proposer? C'était la grande difficulté. Et du coup, peu à peu, s'est constitué à gauche une sorte de, je dirais, de face-à-face négatif entre ceux qui se faisaient les champions du réalisme et de la durée, et de l'autre, ceux qui se faisaient les champions des impatiences et du risque de trahison. Et donc, il y a eu d'un côté une culture de la gestion et de l'autre côté une culture de la mélancolie, une culture, pourrait-on dire, d'une radicalité, mais qui était une radicalité d'impuissance d'un certain point de vue. Et donc, on a vu à partir de ce moment-là se construire cet engourdissement autour d'une culture de la gestion, avec son visage, pourrait-on dire, de risque de dérive technocratique, une dérive, une forme d'engourdissement aussi qui était celle de cette mélancolie de gauche. Le terme était très employé dans la littérature critique à partir des années 80, une forme de radicalité qui, au fond, se donnait comme exercice, comme but d'aider le monde à ce qu'il ne se défasse pas et non plus à ce qui se transforme positivement. Une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à partir de cette période-là, la célèbre phrase d'Albert Camus, qui disait, cette phrase qu'il a prononcée dans le cadre de son discours de réception du prix Nobel, lorsqu'il disait « Jusqu'à présent, nous avons tous œuvré pour que le monde se transforme, pour refaire le monde, et bien maintenant, peut-être qu'il faut surtout agir pour qu'il ne se défasse pas. » Et ce passage, je dirais, d'une vision de la conservation positive à une vision de la conquête a été un des traits marquants de l'époque. J'ajoute aussi qu'un des traits de cette époque, c'est aussi la façon dont on va penser pouvoir dépasser cette tendance à l'engourdissement par un élargissement des perspectives à l'Europe. Il y a une date symbolique décisive. C'est le jour où François Mitterrand prononce pour la première fois un discours en mettant derrière lui, à égalité, si je puis dire, les deux drapeaux français et européens. C'est vers 1986. Et où il disait « La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir ». Et c'est de dire, d'un certain point de vue, tout ce que nous avons de la peine à réaliser
au niveau national, et bien maintenant, c'est au niveau européen que nous allons le réaliser. C'était une perspective qui avait sens en soi, mais qui avait un sens problématique si l'on rappelle un chiffre qui m'a véritablement frappé dès lors que j'en ai pris connaissance, c'est que depuis la signature du traité de Rome jusqu'aux années 80, et c'est la même chose aujourd'hui, le budget européen n'a pas changé d'un iota. Le budget européen au moment de la signature du traité de Rome était déjà de 1% du PIB des pays européens. Il n'avait pas changé au début des années 80, et alors même que le rapprochement franco-allemand s'accélérait, il y a eu un consensus implicite pour ne pas augmenter le budget européen. Et il y a donc eu une inflation des attentes européennes vis-à-vis de l'Europe, alors même que les moyens européens restaient dans l'enfance. Et donc, s'est créé autour de l'idée européenne une espèce de bulle spéculative, ce qu'on peut appeler une bulle spéculative d'espérance. Et que les résultats des référendums sur le traité de Maastricht et le projet de traité européen ont été des manifestations qui ont montré que cette bulle était en train d'éclater. Mais ça, c'est l'histoire, pourrait-on dire, l'histoire courte. Pour comprendre cette histoire courte, il faut les replacer dans une histoire longue. Et pourquoi les replacer dans une histoire longue? Parce que si nous ne recomprenons pas cette histoire de l'émancipation, eh bien nous verrons le développement de ce qui se passe actuellement, derrière la panne des idées, derrière le manque d'un nouvel horizon pour l'émancipation, eh bien c'est ce qui nourrit. Cette panne et ce manque d'horizon, c'est ce qui nourrit les populismes. Les populistes ne doivent pas être compris simplement comme une sorte de fièvre passagère des démocraties. Les populismes constituent à leur façon une réponse, et une vraie réponse, que l'on peut critiquer évidemment, mais une vraie réponse à la crise de la démocratie, au problème des inégalités galopantes. Ils apportent une forme de réponse avec une vision de la démocratie d'incarnation, avec une certaine forme de vision de la souveraineté, avec une forme de vision de l'immédiateté démocratique, une vision aussi de l'égalité de la justice, en disant l'égalité, elle se fait par le rejet des autres. L'égalité, elle se fait à travers, en quelque sorte, la constitution d'un national-protectionnisme, ce qui était déjà la grande idée des années 1890. Dans les années 1890, Maurice Barrès, un des grands théoriciens du nationalisme français, dira « Je suis devenu national-protectionniste pour accomplir les promesses du socialisme de ma jeunesse ». C'est-à-dire qu'il voyait ce national-protectionnisme comme la façon de produire l'égalité et la justice dans la société. Et donc ces populismes, ils fleurissent et ils se développent sur l'absence de vision. Ils sont une perspective que l'on critique, mais qui n'a pas encore de répondant à la hauteur de la menace qu'ils représentent. De la même façon, c'est parce qu'il n'y a pas de reformulation de ces idées d'avenir qu'il y a aujourd'hui le triomphe de ce qu'on peut appeler les passions négatives. Martha Nussbaum, une philosophe américaine, dit « Nous vivons sous le régime de la monarchie de la peur ». Et on pourrait ajouter aussi sous le régime de la monarchie ou la dictature de la défiance. Qu'est-ce que la confiance et son envers, la défiance? La confiance est le fait de pouvoir faire une hypothèse sur le comportement futur de quelqu'un. Quand on ne voit plus l'avenir, eh bien c'est la défiance. La confiance présuppose qu'on ait une vision de l'avenir et de ses acteurs. Quand il n'y a plus de vision de l'avenir, eh bien c'est la défiance qui domine. Et la défiance qui domine, avec aussi son caractère de destruction du lien social. La défiance produit une société d'éloignement. La défiance, elle produit une société qui se déconstruit, qui se décompose. Et nous voyons bien aujourd'hui ces phénomènes produits par la peur, produits par la défiance,
régner très largement dans beaucoup de sociétés et alimenter justement aussi l'explosion des populismes. Et d'une certaine façon, la démocratie devient également une démocratie négative. En même temps que naissent ces passions négatives, qu'il y a ce populisme, on voit aussi apparaître une chose tout à fait nouvelle dans le monde politique, c'est ce qu'on pourrait appeler les personnalités hybrides. On voit des personnes qui sont de curieux mélanges de libéraux et de libéralisme et d'autoritarisme. C'est le cas d'une personne, pour ne pas parler de personnalité française, chacun pourra se faire son idée, c'est le cas de personnalités comme Orban, qui est un ultralibéral en économie et un souverainiste absolument acharné dans l'ordre politique, et puis en même temps un adversaire de tous les corps intermédiaires, et notamment les corps intermédiaires politiques, pourrait-on dire, que sont toutes les autorités indépendantes, ou c'est les cours constitutionnels qu'il s'acharne avec Kaczynski à démolir. Donc il n'y a rien de plus urgent que de tracer un nouvel avenir à l'émancipation pour sortir de ce moment de démocratie négative, de ce moment qui se traduit politiquement partout dans le monde par l'explosion des populismes. Pour le comprendre, il faut refaire là une histoire longue. Cette histoire longue, c'est repartir de tout ce qui a été le grand programme d'émancipation des révolutions modernes. Le programme d'émancipation des révolutions modernes, c'est très simple. C'est un programme d'égalité, c'est un programme de liberté, et on s'est donné à l'époque trois grandes institutions pour réaliser l'égalité, la liberté et on pourrait dire la souveraineté collective. C'est le droit, le marché et le suffrage universel. Le suffrage universel, très longtemps, il a été vu comme, y compris par Marx lui-même, comme la résolution des problèmes politiques, comme la résolution de la domination politique. Si le peuple peut voter, alors le peuple qui est majoritaire décidera, fera des lois en son intérêt. Les chartistes anglais qui ont été dans le XIXe siècle, avant les Français même, dès 1830, des grands champions du suffrage universel, disaient, c'est un de leurs slogans, « Avec le suffrage universel, nous aurons le pain et la bière à volonté ». C'était l'idée que le suffrage universel va créer l'intérêt général. Et donc, c'était ce qui alimentait cette revendication. L'idée aussi que le marché allait être l'instrument de l'émancipation. Parce que le marché, c'était la boutique au boutiquier, c'était le champ à celui qui le travaille, c'était l'atelier à l'artisan qui s'active du matin au soir. Et on était à ce moment-là dans des sociétés précapitalistes. Et le pays qui a incarné cette vision du marché comme forme de l'émancipation, c'est les États-Unis. Au moment de la Révolution américaine, et juste encore en 1800, 95% des Américains étaient des travailleurs indépendants. Travailleurs indépendants comme artisans, comme agriculteurs ou comme commerçants. Donc, cette aspiration au marché, on la voyait aussi comme créatrice d'égalité. Condorcet lui-même disait, lorsque nous aurons aboli les corporations, lorsque nous aurons aboli la possibilité d'initiative individuelle, les inégalités disparaîtront naturellement. Donc, on pourrait dire que ce qui marque la Révolution française, c'est ce qu'on pourrait appeler un libéralisme optimiste. Et bien sûr, c'est le droit. Le droit parce que la loi, c'est le maître qui n'opprime pas. La loi, c'est le maître qui est anonyme. Et donc, c'est le maître qui libère. Et c'était la même chose pour le marché, la main invisible. Il n'y a plus le pouvoir de domination, qui est le pouvoir des puissants, qui est le pouvoir de ceux qui ont hérité, qui est le pouvoir des aristocrates. Donc le droit et le marché étaient vus comme deux instruments d'émancipation absolument fondamentaux. Mais, et c'est ça le problème, c'est que tout cela a été pensé dans le cadre d'un libéralisme optimiste qui s'est brisé sur deux choses, qui s'est brisé sur les réalités de la lutte sociale
et qui ont fait que le suffrage universel, il a été pendant un siècle âprement débattu, âprement combattu, et qu'il a fallu se battre très longtemps pour l'obtenir. Mais aussi, tout simplement, le fait qu'il y a eu la révolution industrielle et l'essor du capitalisme. Alors l'essor du capitalisme, il est intéressant de voir qu'il était beaucoup plus tardif aux États-Unis qu'en France. Car aux États-Unis, il y a eu l'idée que le travail salarié était retrouver une forme d'esclavage. Et donc, il n'y a pas eu une seule entreprise industrielle aux États-Unis avant 1830. Aucune. Alors qu'il y en avait beaucoup en Angleterre, alors qu'il y en avait beaucoup, un peu moins en France et en Allemagne, mais tout de même, il y en avait. Et les premières entreprises, les premières manufactures qu'il y a eu, qui ont été des manufactures textiles dans le Massachusetts, elles n'ont pas trouvé d'hommes qui acceptent de s'employer chez eux. Ça a uniquement été des jeunes femmes que l'on forçait à venir travailler. Et donc, le capitalisme, la venue du capitalisme, va changer complètement l'idée d'émancipation, car la condition salariale va devenir une condition qui va tendre à se généraliser. À se généraliser, même si c'est, on le sait maintenant, progressivement. Donc il va y avoir un deuxième moment d'émancipation. Le deuxième moment d'émancipation, c'est celui qui reformule le premier programme révolutionnaire à l'âge du capitalisme, et qu'il reformule dans une perspective révolutionnaire, mais qu'il reformule aussi dans la perspective de construire un salariat protégé, avec le syndicalisme, avec les conventions collectives, avec le droit du travail, avec toute une histoire qui d'ailleurs suit un rythme que l'on retrouve dans les différents pays. Si on voit par exemple la législation et le combat concernant les accidents du travail, toute la législation des accidents du travail et les assurances sociales des accidents du travail datent dans tous les pays du monde du milieu des années 1890, 1898 en France. Et puis, il y aura bien sûr la construction de l'État-providence. Donc ça, c'était le deuxième âge de l'émancipation. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes dans un moment de panne de ce deuxième âge de l'émancipation. De même qu'il y a eu une panne du premier âge de l'émancipation. Et ce deuxième âge de l'émancipation en panne, comment le développer? Comment le construire? Eh bien, reprenons les trois grands domaines qui ont été ceux, historiquement, de l'émancipation. Le premier domaine, c'est celui de la construction des droits. Et ce domaine-là, il continue. Il continue à être important. On a vu, il y a peu de temps encore, la conquête de la possibilité du mariage pour tous, qui était très débattue à l'époque et qui maintenant, on le voit bien, est en train quand même de passer dans les mœurs progressivement, en France et dans beaucoup d'autres pays, en tout cas dans un certain nombre d'autres pays. Et la conquête des droits, ça n'est pas le sociétal contre le social. Il est devenu très fréquent aujourd'hui d'opposer le sociétal et le social, en faisant comme si le sociétal, grosso modo, ça ne concernait que des petits groupes minoritaires, ça ne concernait que des catégories marginales, ça ne concernait que les bobos. Or, la réalité, c'est que le sociétal concerne d'une certaine façon tout le monde. Après tout, les droits des femmes concernent la moitié de la société directement, mais ça n'est pas la moitié de la société que ça concerne, c'est toute la société. Pourquoi ? Parce que les droits des femmes redéfinissent le rapport entre les hommes et les femmes. Donc le sociétal, dans ce cas, ça n'est pas une minorité qui est concernée, c'est le fonctionnement général de la société, c'est les libertés de tous, c'est les conditions de l'égalité pour tous qui sont en jeu. De la même façon, si on prend un autre exemple qui a été très débattu partout dans le monde ces 10 dernières années, les droits et la reconnaissance du lien homosexuel, ça ne concerne pas que les bobos. Après tout, il y a eu ce livre qui a eu un très grand succès, qui est le livre « Pour en finir avec Eddie Bellegueule », qui est l'histoire d'un jeune garçon dans une famille ouvrière très défavorisée de Picardie,
Et ça n'était pas quelqu'un qui appartenait à une espèce de monde culturel, parisien, etc. Non. Là encore, on voit que c'est une question qui concerne l'ensemble de la société. Donc le sociétal n'est pas ce qui serait en quelque sorte une sorte d'exutoire, une sorte de remplacement du social. C'est une dimension du social, une dimension de la construction du social. Mais bien sûr, il n'y a pas que le social construisant les droits individuels. Il n'y a pas que le social construisant le droit à la singularité qui est de plus en plus important. Pourquoi ? Eh bien parce que l'idéal de l'individu était de penser qu'il devenait un individu plein, un individu respecté, s'il était en quelque sorte comme les autres. C'est ce qu'on a appelé en sociologie un individualisme d'universalité. Et qu'on s'émancipait en étant comme les autres. Et donc les droits, c'était le droit à être quelconque, le droit à être n'importe qui. Et ça, cette dimension, elle reste toujours aujourd'hui. Cet individualisme d'universalité, il est toujours présent. Il est toujours présent, y compris pour des minorités qui disent « mais on veut être considéré comme les autres. On n'a pas à être considéré comme une minorité, nous sommes comme les autres. » Mais en même temps, ce qui s'est développé de façon spectaculaire dans nos sociétés récemment, c'est une demande d'individualisme de singularité. La singularité, il y a toujours eu les deux dimensions. L'homme, les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme quelconque, mais les droits de l'homme, c'est le droit aussi de la personne spécifique. Or, l'individu spécifique, il n'avait eu jusqu'à présent dans nos sociétés que deux visages, et qui étaient un visage rétrograde d'un côté et un visage minoritaire de l'autre. Le visage rétrograde, c'est la prétention à la particularité de ceux qui se pensent au-dessus des autres. Et ça, c'est le fait même de l'aristocratie. Qu'est-ce que l'aristocratie ? C'est un groupe de personnes qui se pensent fondamentalement différentes des autres et qui ont un droit à la singularité. Et c'est un droit reconnu dans les sociétés aristocratiques, un droit reconnu et consacré dans les institutions, dans les mœurs. Et donc, on pourrait dire que c'est une distinction de rejet, une distinction d'exclusion. Et s'il y a quelque chose qui était central dans les idéaux révolutionnaires, c'est bien d'en finir avec cette vision de la distinction pensée comme exclusion. Et puis ensuite, ceux qui ont incarné une forme de distinction, ce sont les artistes. Les artistes se voyaient comme des individus comme les autres, bien sûr, des citoyens ordinaires, mais en même temps, ils demandaient à ce qu'on reconnaisse leur spécificité, le fait qu'ils puissent naître et se développer sur la base de leur particularité. Et l'artiste est celui qui est singulier. Or, c'est une chose qui a été très bien analysée par Marx. Marx disait « L'individu est l'individu générique, mais en même temps, il doit être l'artiste de sa propre vie. » Et d'ailleurs, dans un de ses textes les plus connus, les Grundrisse, les fondements de la critique de l'économie politique, il disait « L'idéal communiste, c'est une société dans laquelle, une société d'égaux, mais d'égaux, d'artistes égaux, où chacun puisse être l'artisan de sa propre existence dans l'égalité avec les autres. » Et je crois qu'on arrive dans des sociétés plus développées à un moment où cette vision de la singularité prend sens et constitue une demande à laquelle il faut répondre. Dans l'ordre de la démocratie, après tous les balbutiements qu'il y a eu, je crois que nous voyons plus clair aujourd'hui sur ce que pourrait être une démocratie développée. Ce qui aide à comprendre ce que peut être une démocratie développée, c'est une intuition qui avait été l'intuition d'ailleurs d'un Anglais qui était Bentham. Il disait la démocratie, c'est à la fois donner pouvoir à la voix du peuple. La voix du peuple, c'est sa liberté de s'exprimer, sa liberté de manifester, et surtout, sa voix, c'est le bulletin de vote. Donc la voix du peuple, elle est en quelque sorte organisée et consacrée dans la démocratie. Mais il disait, nous avons tendance à oublier l'œil du peuple. Et l'œil du peuple,
il y a une grande différence, c'est que la voix, on ne prend pas la parole tous les jours. On ne vote pas tous les jours, on ne manifeste pas tous les jours. Mais l'œil du peuple, il doit rester ouvert en permanence. Et donc, il faut trouver des institutions de l'œil du peuple. Alors, à l'époque de Bentham, les institutions de l'œil du peuple, on les voyait comme les institutions parlementaires. Le Parlement, c'est ce qui contrôle le pouvoir. C'est ce qui met au défi sa responsabilité. C'est ce qui l'évalue en faisant des enquêtes. C'est aussi ce qui lui demande de rendre des comptes. C'est aussi celui qui l'oblige à être transparent. Il y a eu tout un ensemble de fonctionnalités, on pourrait dire des parlements des origines, qui ont été des fonctionnalités qui donnaient sens, dans l'ordre représentatif, à cette idée d'équiper l'œil du peuple, de lui donner sens et forme. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment absolument vital pour redonner, en quelque sorte, consistance à cet ancien idéal. Bien sûr, il y a tout un ensemble de travaux qui paraissent pour continuer à donner davantage de force à la voix du peuple, et notamment en améliorant la performance démocratique de l'élection. Car Rousseau disait déjà le citoyen n'est souverain qu'un jour, celui des élections. Mais même ce jour-là, est-ce que la représentativité des élus va être suffisante? Est-ce que le rôle de l'argent en politique va être écarté? Est-ce qu'on va écarter la possibilité qu'il y ait une caste politique qui se mette en place? Donc tout un ensemble de réflexions sur les conditions de la représentation, les conditions de l'autonomie, les conditions de la fidélité au mandat ont été indissociables de toute l'histoire de la démocratie. Et elles continuent aujourd'hui à travers le débat sur le cumul des mandats, le débat sur la parité, le débat sur le rôle de l'argent politique. Il y a tout un ensemble de réflexions et de réformes proposées pour, pourrait-on dire, continuer à améliorer la performance démocratique de l'élection. Mais cette dimension de la démocratie, la performance démocratique de l'élection, n'est qu'une partie de la démocratie. Et je crois que aujourd'hui, nous sommes dans des démocraties hémiplégiques, des démocraties qui, justement, ne donnent pas assez de place aux institutions de la surveillance, aux institutions de la reddition de comptes, aux institutions de l'évaluation, aux obligations de transparence. Alors, ce sont souvent des choses qui sont évoquées, mais qui ne trouvent pas véritablement de mise en forme. De même que n'ont pas véritablement trouvé de mise en forme des institutions de la délibération publique. Le Parlement est une instance théorique de délibération, mais on sait aujourd'hui que le Parlement, ils sont davantage structurés en deux parties, ceux qui soutiennent le gouvernement et ceux qui critiquent le gouvernement. Le Parlement, tel que le voyait Bentham, c'est une assemblée de personnes indépendantes et libres qui discutaient. Et on ne délibère pas si on ne prend pas le risque de voir son opinion changer dans la discussion en fonction des arguments qui sont échangés. Aujourd'hui, les arguments échangés sont secondaires puisque, sauf sur quelques sujets assez minces, c'est le fait de soutenir ou de critiquer le gouvernement. Donc, toutes les fonctions d'enquête, de surveillance, etc., l'œil du peuple ne fonctionne plus au niveau du Parlement. Et donc, il faut trouver d'autres institutions pour le construire. De même que dans le même esprit, c'est dans ce sens-là que j'avais écrit un de mes récents livres qui s'appelait « Le bon gouvernement », c'est trouver le moyen de ne pas simplement mettre en place ce qu'on pourrait appeler une démocratie d'autorisation, c'est-à-dire une démocratie qui distribue des permis de gouverner, une démocratie qui contrôle aussi, qui met en place aussi un code de gouvernement, si je puis dire, et qui peut sanctionner ceux qui conduisent mal. Après tout, quand on passe le permis de conduire, on a une permission de conduire, mais que cette permission de conduire, elle est inscrite dans le fait qu'il faut suivre un code de la route et qu'on peut perdre des points à son permis. Ben, les gouvernements, ils sont élus, mais ils ne perdent pas de points, d'une part, et puis d'autre part, il n'y a pas de code de gouvernement. Donc là, on voit maintenant que la démocratie, le développement et le futur de la démocratie, ça n'est pas simplement retrouver un nouvel équilibre entre démocratie directe et démocratie représentative.
que ça va bien au-delà de cette question. Et on pourrait même dire que l'idée qu'on pourrait aller, grâce à la technologie, vers une démocratie directe permanente, on voit bien qu'elle n'a pas de consistance. Il y a 20 ans, alors même que les ordinateurs commençaient tout juste, ou 25 ans, à se développer, il y avait une expression qui avait été très employée, c'était l'expression de démocratie électronique. En disant, le jour où la technologie le permettra, il n'y aura plus besoin, à ce moment-là, de représentants. On pourra voter directement. Tous les jours, au journal de 20 heures, il pourra y avoir les 10 référendums de la journée. Et chacun, devant son téléviseur, pourra appuyer oui, non, etc. Bon. En ayant éventuellement lu un certain nombre d'informations sur ces choses-là. Et pourquoi, techniquement, ce serait possible? On pourrait avoir les 20 référendums de la journée, avec le risque, évidemment, d'une abstention assez conséquente. Mais indépendamment de ce taux d'abstention, pourquoi ce ne serait pas le développement de la démocratie? Parce que ce ne serait pas le développement de la délibération, premièrement. Et deuxièmement, que la démocratie, ça n'est pas simplement décider instantanément, c'est aussi construire une histoire commune. Et donc que ça n'est pas des décisions qui vont dans un sens ou qui vont dans un autre. Donc, il y a une place pour la démocratie directe, mais cette place pour la démocratie directe, elle doit bien être pesée dans les démocraties. Elle n'est pas destinée à être la vérité permanente de la démocratie. Donc, à la fois dans ces rapports à recomprendre entre démocratie directe et démocratie représentative, et ces rapports à recomprendre entre la démocratie de la voix du peuple et la démocratie de l'œil du peuple, on commence à voir maintenant, à pouvoir dessiner, je dirais, une vision, une vue de la refondation démocratique. C'est encore loin d'être le cas dans le domaine du social et de l'économique. Dans le domaine du social, ce qui a constitué véritablement le deuxième moment de l'émancipation, c'est l'organisation du salariat. C'est organiser un salariat protecteur, et c'est organiser un salariat protecteur à la fois dans le droit du travail, dans la régulation collective et dans l'État-providence. Or, aujourd'hui, il y a un grand changement. Bien sûr, comme toujours, quand il y a des changements dans un mode de production, ils sont toujours divers. Mais il y a un changement essentiel. C'est que le capitalisme classique, il a pour but, pourrait-on dire, l'exploitation de la force du travail. Le Capital de Karl Marx, c'est un livre sur le mode de production capitaliste décrit dans ses conditions d'exploitation de la force de travail. Et donc, l'émancipation ou la lutte contre cette exploitation, eh bien, c'est résister ou encadrer ces formes d'exploitation de la force de travail. Limiter les cadences infernales, comme on le disait dans les conflits des années 70. Organiser des salaires qui soient encadrés par des conventions collectives. Faire en sorte qu'il y ait une puissance collective de la négociation et de l'action avec le droit syndical. Toute la vision du social a été une vision visant à réguler et à encadrer les conditions d'exploitation de la force de travail. Or, la force de travail se définit par une chose très simple, c'est ce qu'il y a de généralité dans l'individu. La force de travail, elle est la capacité presque, on pourrait dire, physique de l'individu. Et quand elle est intellectuelle, c'est la capacité générale de l'individu. Sur une chaîne de travail, après tout, on peut dire d'un certain point de vue, c'est ce qu'on exploite, c'est l'individu-machine. C'est l'individu-machine avec ses gestes répétitifs qui est l'objet de l'exploitation. Et le mode de production se définit par les conditions, justement, de gestion de l'individu-machine. Or, ça, c'est le mode de production industrielle classique. Aujourd'hui, le nouveau mode de production, qui est ce qu'on pourrait appeler le capitalisme d'innovation, il se fonde au contraire sur la gestion
et la volonté d'accaparer en quelque sorte la singularité. Parce que c'est l'innovation qui compte, parce que c'est le rapport aux personnes qui compte. Et donc c'est le qualitatif et pas simplement, je dirais, la règle et la norme. Ce n'est pas simplement un travail qui doit être organisé par des bureaux des méthodes, c'est un travail qui requiert l'investissement de l'individu, qui requiert la mise en œuvre en quelque sorte de ce qui fait sa spécificité comme individu. Et donc, à ce moment-là, ça n'est plus l'entreprise moderne, elle ne repose plus sur les cadences infernales contraintes, elle va reposer sur l'exploitation de la singularité, sur le fait que l'individu obtient de la satisfaction en ayant des responsabilités, mais il va être surchargé de ses responsabilités. Et même s'il le faut, on peut le lier, c'est le cas dans toutes les entreprises de Californie, de high-tech, il y a même des entreprises qui vont jusqu'à ne plus définir le temps de travail. Chacun est libre de son temps de travail, mais il a des obligations de résultat. Du coup, il travaille beaucoup plus, mais sans qu'il y ait d'obligation. Et même, il y a des salles avec des baby-foot, des distributeurs de soda et des salles de sport qu'il peut utiliser quand il veut dans la journée. Donc, ça n'est plus les cadences infernales, d'un certain point de vue, on pourrait dire que c'est la saisie de l'esprit humain lui-même qui est en jeu. Et cela, c'est un nouvel âge de l'émancipation, un nouvel âge de la résistance, je dirais, qu'il faut imaginer, et on n'en est encore qu'au tout début. Donc vous voyez, là je trace un peu, pas simplement un programme de travail, parce qu'en traçant ce programme de travail, en indiquant un peu ces grandes directions, qui pourraient être les directions d'une redéfinition de l'émancipation, et donc de la redéfinition des institutions susceptibles de la mettre en œuvre, ben, il y a déjà beaucoup de travaux qui commencent à exister, beaucoup de travaux qui sont certes balbutiants, mais je crois que nous sommes arrivés à un moment où nous pouvons commencer à voir qu'il y a la possibilité de reconstruire un horizon qui ne soit pas simplement un horizon défini par des impatiences, pas simplement un horizon défini ou non défini justement par la domination d'un certain nombre de colères et de mécontentements, mais qui reprennent en quelque sorte le contrôle des personnes sur leur propre vie. Et au fond, l'émancipation, c'est d'abord aussi cela, reprendre le contrôle sur sa propre vie, et ne plus simplement être dans le brouillard qui empêche de la penser, et être dans le brouillard qui empêche de l'agir. Car s'il n'y a pas la possibilité de dessiner cet avenir, eh bien, c'est toujours en quelque sorte la mélancolie qui va dominer le désenchantement. Et c'est donc pour sortir de ce désenchantement qu'il faut développer ces idées, mais ces idées qui commencent à exister, qui commencent à émerger, et qu'il faut faire connaître, qu'il faut développer. Mais nous sommes, me semble-t-il, sortis de ce que Guattari appelait les années d'hiver. Je crois que commencent à réapparaître les conditions dans lesquelles des reformulations positives, qui ne sont pas simplement, je dirais, des dénonciations vagues, mais qui sont aussi des moyens de reprendre le contrôle sur nos propres vies. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre Rosanvallon, pour cette conférence qui est une vraie leçon, comme on disait autrefois dans l'université. Et le temps qu'il y ait des petits changements dans la salle, pour ceux qui doivent partir, et puis que certains formulent leurs questions, j'aurais une question à vous poser. J'ai depuis très longtemps été très marqué par les textes les plus utopiques de Karl Marx, et notamment des textes du Marx, du vieux Marx, retrouvant les accents du jeune Marx. Et donc unifiant finalement une pensée qui n'a pas été, comme on le croit, l'abandon des utopies du début pour plus de réalisme à la fin.
Et le vieux Marx dit à peu près ceci, c'est presque une parabole. Au fond, ce que je souhaite pour la société prochaine, c'est que chacun pourra être ouvrier le matin, pêcheur ou chasseur l'après-midi et critique d'art le soir. Autrement dit, que nous ne soyons plus assignés à un rôle, pas simplement salarié, mais répétitif, et qui oublie la particularité de chaque être humain, de pouvoir faire un peu de poésie, un peu de promenade dans la nature et du travail. Je pense que techniquement, nous pourrions assumer cette espèce de fluidité et de contrôle de la vie. Or, pourtant, jamais, me semble-t-il, nous n'avons été aussi loin de cet espoir, où au contraire on voit que d'abord ceux qui ne travaillent pas sont enchaînés dans un système impossible, et ceux qui travaillent tout aussi enchaînés par les cadences, même si en effet les expériences américaines que vous montrez semblent alléger le poids, mais c'est pour le reporter sur une autre manière. Et donc, nous sommes dans cette espèce d'effet ciseau entre des possibilités techniques qui s'ouvrirait pour une vie beaucoup plus ouverte et dégagée, heureuse, et des contraintes, et notamment, je pense que vous allez le dire aussi, internationales, qui expliquent, et on ne peut pas oublier que dans quelques mois, nous allons voter pour les élections européennes, qui expliquent la défaveur, pour ne pas dire l'hostilité, à l'égard des formes de régulation qui dépassent notre nation. Comment vous interprétez cette espèce d'espoir presque perdu aujourd'hui d'avoir une vie personnelle et sociale qui ne serait plus liée, comme elle l'a été jusqu'à maintenant, par les nécessités, semble-t-il, impossibles à réfréner du système national et international? Vous posez deux questions différentes. La première question, c'est de savoir comment aujourd'hui trouver des moyens d'action au niveau international. Et on peut dire que cette question, elle se dédouble. C'est comment faire de l'humanité un sujet politique et comment faire du long terme une temporalité démocratique. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a toujours eu dans les démocraties, historiquement, une préférence pour le présent. Pourquoi ? Parce que enchaîner l'avenir était vu comme une sorte d'asservissement. Et donc, les premiers théoriciens de la démocratie ont insisté sur le fait qu'il ne fallait pas enchaîner les générations futures. Alors que nous voyons bien aujourd'hui qu'il faut enchaîner les générations futures, d'un certain point de vue. Qu'il faut accepter des contraintes pour l'avenir, et que ces contraintes sont nécessaires. Mais ça, il y a un grand texte de Jefferson, le président américain, qui insistait sur le fait qu'il ne fallait pas définir l'avenir de ceux qui n'étaient pas nés. Eh bien, nous pensons aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui, avec les problèmes d'environnement, qu'au contraire, il faut, pour protéger la liberté de ceux qui ne sont pas nés, il faut en quelque sorte brider l'avenir. Il faut organiser l'avenir. Donc, il y a cette première dimension. Si les questions d'environnement sont si difficiles à régler, c'est d'abord pour cela, cette préférence pour le présent. Et cette difficulté, comment construire l'avenir en sujet démocratique, en objet démocratique. Est-ce que ça veut dire, moi j'ai écrit dans cette direction-là, est-ce qu'il faut faire un parlement de l'avenir, par exemple? Il y a un sociologue qui disait qu'il faudrait faire un parlement des choses. Ah oui, on l'a reçu ici. Voilà. Et c'est une question effectivement tout à fait essentielle. Comment donner une place à l'avenir dans la démocratie? Est-ce qu'elle doit avoir ses porte-paroles spécifiques, ses représentants? Peut-être en partie. Et c'est pour cela qu'il y a toujours, sur les questions d'environnement, une priorité pour le présent, en disant il y a l'évidence de l'avenir, mais il y a la priorité à l'immédiateté. Et le deuxième sujet, c'est comment constituer l'humanité en sujet politique. C'est-à-dire comment constituer l'humanité en sujet capable de faire de la régulation, en sujet de réguler le capitalisme, de réguler le marché. Mais là, c'est exactement la même question. Quel est l'obstacle? L'obstacle, il n'est pas simplement un obstacle entre les nations. Les nations ne font qu'exacerber des inégalités qui sont à l'intérieur de chaque pays.
les inégalités, c'est un phénomène qui se diffracte en quelque sorte. Et il y a des inégalités mondiales, mais les inégalités du monde, de plus en plus, on les voit se reproduire à l'intérieur de chaque société. C'est-à-dire que les problèmes et les inégalités du monde ne sont plus un sujet international, sont un sujet national aujourd'hui. Donc ces deux dimensions, elles sont un des sujets clés de l'avenir de l'humanité et des démocraties. C'est comment faire du temps long un objet pertinent de la vie publique et comment faire de la notion d'humanité un sujet pertinent de la démocratie. Mais les ghettos, les inégalités, quand ils sont légitimés à des niveaux déjà très faibles, il faut bien voir la distinction à faire à ce sujet-là entre ce qu'on pourrait appeler une citoyenneté d'humanité, une citoyenneté une solidarité d'humanité, une solidarité de citoyenneté. Tout le monde est d'accord pour dire que l'humanité implique, et c'est même reconnu par le droit, implique de permettre à chaque individu dans le monde de ne pas être l'objet d'être mis en esclavage. Le droit, international le reconnaît, de ne pas être mis en esclavage, de ne pas mourir de faim et de ne pas être obligé d'être soumis à un péril de mort. Bon. Mais pour tout cela, qu'est-ce qu'on fait? On mobilise au maximum 1% des ressources mondiales. On peut dire que ça, c'est ce qu'on appelle la solidarité d'humanité. Faire que des gens ne tombent pas en esclavage, même si on n'y réussit pas complètement, ne meurent pas de faim, même si on n'y réussit pas complètement, ne soient pas exterminés par la guerre. Mais la solidarité de citoyenneté, elle est beaucoup plus importante. Dans des pays comme l'Europe, c'est en moyenne 40% du PIB que l'on dépense pour la solidarité, pour l'État-providence, pour la redistribution sociale. Et on trouve encore qu'il y a beaucoup de choses qui sont manquantes. Donc vous voyez que pour constituer l'humanité en sujet démocratique, il faudrait qu'on passe de 1% à 40%. Voilà. Et la résistance à l'impôt, elle est déjà très forte à l'intérieur de chaque pays. Et donc, déjà, pour considérer en Europe que l'ouvrier de la Roure est tout à fait solidaire du paysan de l'Argave, il y a déjà beaucoup de chemin à franchir, parce que n'oublions pas que le budget européen, c'est 1% aussi. Moi, quand j'ai découvert ça, que la solidarité d'humanité 1%, le budget européen 1%, mais évidemment, les discours européens sont beaucoup plus enflammés que les discours internationaux. Donc, il y a voilà ce qu'on peut dire sur cette première question du rapport du national à l'international. En revanche, sur un domaine qui peut progresser de concert, c'est la vision d'une démocratie qui est une démocratie de l'œil du peuple. Parce que là, effectivement, la redistribution n'est pas en cause et on voit beaucoup d'institutions internationales aujourd'hui qui peuvent être des institutions ou des ONG de lutte contre la corruption, qui œuvrent pour la transparence politique, d'entreprises de médias, de dénonciation, d'évaluation. Il y a tout un ensemble d'actions qui peuvent être mutualisées mondialement pour faire ce type de démocratie, de surveillance, disons au sens large du terme. Pour Marx, la réalité, c'est que bien sûr, Marx disait que si chacun peut être l'artiste de sa propre vie, cela veut dire qu'on est dans une société qui en a fini avec la division du travail. Mais que la division du travail, elle passe tout de même beaucoup par la réduction du temps de travail. Chacun d'entre nous sait que des personnes qui ont la possibilité ou qui ont fait le choix pour des raisons matérielles de pouvoir travailler à mi-temps peuvent être en même temps vivre différents registres de leur existence. Mais Marx, en même temps, surtout à la fin de sa vie, avait aussi une espèce de nostalgie qu'on dirait aujourd'hui communautariste. C'est-à-dire que vous savez, il a beaucoup écrit et beaucoup débattu avec les populistes russes. Les populistes russes qui avaient l'idée qu'il fallait que les intellectuels aillent vers le peuple et qu'il fallait protéger le peuple de l'industrialisation. Et ces populistes russes étaient les grands critiques du tsar en disant le tsar, il veut occidentaliser la Russie. Et cette occidentalisation, elle va produire la paupérisation, donc il faut l'éviter. Et l'avenir du socialisme, c'est le MIR, c'est-à-dire la commune paysanne. Et Marx a beaucoup écrit
sur ce sujet. Il a notamment un ensemble de lettres qui a été publié, très célèbre, à une intellectuelle russe qui s'appelait Vera Sassoulitch, pour défendre cette vision du retour à un monde communautaire un peu archaïque. Je pense qu'aujourd'hui, cette vision d'une paysannerie qui vivrait dans le bonheur et la simplicité a cédé la place à une vision où chacun a envie d'être un citoyen de l'humanité, de pouvoir avoir une autre définition de la mobilité, une autre définition de la communication avec autrui. Et si des technologies sont importantes, c'est que c'est des technologies qui donnent consistance au fait de devenir un humain autrement. Alors, elles peuvent aliéner l'humanité. Il y a un combat entre les deux. Mais il y a aussi cette dimension-là, me semble-t-il. Merci beaucoup. La parole est à la salle. Je vous remercie pour cette conférence. Vous avez fortement souligné qu'il faut d'abord penser les institutions futures afin de pouvoir vraiment construire un avenir solide. Mais le jour où elles seront vraiment pensées, croyez-vous qu'il sera facile ou même qu'il sera possible de les mettre en place, de mettre en place une société démocratique, égalitaire, dans un pays où l'économie, la finance dominent plus que jamais, dans un pays où les gouvernants, que ce soit les gouvernants politiques ou économiques ou financiers ou même culturels, appartiennent tous à un même milieu et où, au Parlement, par exemple, il n'y a guère de représentation des milieux populaires. Dans un pays où la finance internationale domine nos existences plus que nos gouvernements mêmes. Il y a, dans le capitalisme moderne, il y a deux dimensions. Il y a effectivement la dimension, la montée en puissance dominante du capitalisme financier, et à côté, et je pense que c'est deux mouvements assez distincts. Et de l'autre côté, la nouvelle révolution technique, c'est-à-dire un changement de mode de production. On pourrait avoir ce changement de mode de production sans la révolution du capitalisme financier. Parce que qu'est-ce qui a provoqué la révolution du capitalisme financier? C'est deux choses, et deux choses dont on pensait qu'elles auraient des effets très différents de ce qu'elles ont eu. La première chose, c'était le rôle absolument fondamental qu'ont joué dans toutes les bourses du monde l'argent venant des retraites des salariés des pays avec retraite par capitalisation. Quels sont aujourd'hui parmi les plus gros investisseurs du monde? Ce sont les fonds de pension américains. Et ces fonds de pension américains, ce sont eux qui ont été de plus en plus exigeants pour avoir des rendements extraordinairement élevés. Ce sont eux qui ont demandé aux banques d'inventer ces produits dérivés. Donc le paradoxe, c'est que quand les fonds de pension ont commencé à se développer, beaucoup de personnes ont dit « ça va être la réalisation du socialisme. La principale puissance financière, ce sera l'argent des travailleurs. » Et donc, puisque ces fonds de pension, c'est l'argent des travailleurs, les travailleurs vont gouverner le monde. Ben oui, mais les travailleurs sont les travailleurs et l'épargne des travailleurs, c'est autre chose. Et cette épargne des travailleurs, le fonds CalPERS aux États-Unis, qui est le fonds de pension, le plus gros fonds américain, qui est le fonds de pension des employés de Californie, il est au cœur de la révolution de la financiarisation. Donc ça, le paradoxe, c'est que la financiarisation, elle a été accélérée par la demande de tous les acteurs, y compris des acteurs qui normalement auraient dû penser autrement. Mais ces grands intervenants sociaux ne sont pas du tout les champions de l'épargne solidaire, ne sont pas du tout les champions d'une autre vision de l'épargne, hélas. Et la deuxième raison, c'est ce qui a fait la puissance de la finance, c'est l'endettement du monde. C'est parce que les pays ont été de plus en plus endettés et les particuliers de plus en plus endettés que les banques ont pris le pouvoir. Car les banques sont les gestionnaires de la dette. Et dans des pays plus endettés, ils ont le pouvoir. Donc ce qui a fait que la finance a rempli le rôle qu'elle remplit, c'est que la finance est l'agent de gestion du long terme et qu'elle est l'agent de gestion des dettes publiques. Et donc ça, ces deux choses-là, c'est des choses, d'un certain point de vue, c'est la finance qui en est l'agent, mais les causes de ce nouveau rôle,
Il est dans ces deux phénomènes-là. Et ça, c'est des phénomènes qui peuvent être contrôlés démocratiquement, qui peuvent être contrôlés socialement, ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui. Alors bien sûr qu'il y a un problème de représentation dans la société, mais on voit aussi, regardez par exemple les élections américaines, il y a des gens qui n'avaient jamais été représentés dans la société américaine qui sont maintenant au Congrès. Après tout, que des citoyens prennent des initiatives, et on le voit de plus en plus. Les anciens partis, les partis politiques traditionnels étaient des partis de représentation sociale. Bon, ça c'est clair. Ils représentaient les paysans, ils représentaient des religions, ils représentaient des groupes sociaux. Aujourd'hui, les partis politiques représentent la classe politique d'un certain point de vue. C'est aux citoyens de faire leur révolution. C'est pas, de toute façon, les partis déclinent aujourd'hui. Donc la place est à prendre, si je puis dire. Hein. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que, d'une manière générale, pourquoi les changements ne sont pas faciles? Les changements ne sont pas faciles parce que d'abord, il y a la peur du changement, et puis qu'il y a des conflits aussi. Il y a énormément de conflits sur la définition de ce qui est souhaitable, sur la définition de ce qu'est l'égalité admissible, sur la définition de ce qu'est la justice. Et c'est pour cela qu'il ne suffit pas d'avoir les belles idées. Ces idées, elles sont aussi des combats à mener. Elles sont aussi des combats à mener, mais pour mener des combats, il faut déjà avoir, je dirais, les ressources intellectuelles pour les mener. Mais de toute façon, ça ne viendra jamais naturellement. Le suffrage universel, il n'est pas venu naturellement. L'extension des droits de l'homme, il n'est pas venu naturellement. L'encadrement du salariat, il n'est pas venu naturellement. Ces idées étaient présentes, mais ces idées ont eu besoin de combats pour se développer et s'incarner. Merci. Une autre question ici. Merci. Vous venez de dire, c'est aux citoyens, pourquoi pas, de s'engager, d'être élus, c'est très bien. Moi, j'ai une grosse préoccupation sur les classes, on va dire sur les catégories défavorisées, celles qui aujourd'hui sont tentées par le populisme. On sait à peu près, plus ou moins bien, Montpellier pourrait mieux faire à mon avis, mais on sait à peu près leur donner une place dans la démocratie locale. Du côté du débat, justement, du côté de l'œil, du côté de la parole qui vient, qui regarde, qui critique, qui donne son avis et qui aide à influencer localement. Qu'est-ce qui peut être fait à un niveau qui me paraît être majeur, qui est le niveau national, sans parler d'au-dessus, de manière à ce que les catégories qui aujourd'hui sont tentées par les votes populistes puissent se retrouver, puissent comprendre, puissent analyser, puissent critiquer et ne se disent pas que de toute façon c'est l'affaire des politiques ou des nantis. Bien, il y a un sentiment, effectivement, un des sentiments qui alimente les populistes, c'est le sentiment de ne pas compter pour quelque chose, de ne pas être écouté, de ne pas être considéré. Et la réponse, et les populistes exacerbent ces sentiments, mais ils n'apportent pas de réponse de leur côté. Ils n'apportent pas de réponse, sinon de dire que des catégories n'ont pas la parole, ne sont pas représentées. Et mais comment faire? Il faut justement trouver de nouvelles façons de représentation. La représentation n'est pas simplement un problème de délégation. Être représenté, ça n'est pas simplement avoir un chargé d'affaires, avoir quelqu'un qui parle pour vous, avoir quelqu'un qui vous défend. Être représenté veut dire la chose suivante. Veut dire que ce qui est important pour vous, vos attentes, vos problèmes, sont présents dans le débat social, qu'ils existent dans la vie de la société. Donc, être représenté, c'est faire que ce qu'on vit ait une consistance, compte aux yeux des autres. Et c'est dans cette perspective que moi j'avais lancé un programme en publiant un livre qui s'appelait « Le Parlement des Invisibles », en lançant un programme qui s'appelait « Raconter la vie », en disant que justement, la représentation, c'est de faire en sorte que des existences prennent du relief, que des existences soient racontées, et que ce ne soit pas simplement, je dirais, des catégories générales. Déjà, et ça c'est très important parce que c'est aussi ce qui fabrique du lien social. En 1848, Michelet, l'historien, avait une formule extraordinaire. Il avait dit « Si nous restons dans une terrible ignorance les uns des autres, nous ne pourrons pas faire la démocratie. » Car effectivement,
Là où règne le populisme, c'est que règnent les stéréotypes, règnent les fantasmes. Et qu'est-ce qui permet de faire refluer les fantasmes et les stéréotypes? Eh bien, c'est la confrontation à la réalité. Car on a surtout peur de ce qu'on ne connaît absolument pas. Et on se méfie de ce qui est étranger. D'où cette importance aujourd'hui de faire exister cette dimension que l'on pourrait dire figurative de la représentation, c'est-à-dire faire en sorte qu'existe, moi, ce que j'avais appelé un parlement des invisibles, et j'avais pris cette formule parce que dans un meeting du Front National, j'avais remarqué, enfin, à la télévision, qu'il y avait une banderole à côté de Marine Le Pen qui était de dire « Nous sommes le parlement des invisibles ». Jamais ils ont parlé vraiment des invisibles. Ils parlent des invisibles en général, mais pas des invisibles concrets. Et ça, c'est une entreprise de citoyenneté fondamentale. Je voyage pas mal dans les pays de l'Est actuellement, et je vois qu'en Pologne, pour contrer Kaczynski, il y a tout un groupe d'opposition qui se construit autour de cette idée-là, en disant c'est nous au contraire qui faisons exister le peuple réel et qui publie des brochures, des petits livres, des choses sur Internet aussi dans cette direction-là. Donc voilà ce qu'on peut dire. Il ne faut pas simplement que la représentation soit le fait d'avoir des délégués, soit de travailler à ce que soit représenté, c'est-à-dire rendu présent aux yeux de tous, des tas de réalités qui sont ignorées et qui ne sont pas racontées aujourd'hui. Vous me rappelez un passage d'un ouvrage de Bourdieu sur la misère du monde qui dit justement que les petites misères quotidiennes de chacun n'intéressent pas la classe politique. Et la plupart des conflits auxquels nous assistons, c'est l'exacerbation de ces petites misères au guichet, dans l'emploi, dans la rue, qui n'intéressent personne. Et en effet, il n'y a pas de représentation de ces petites misères quotidiennes. Oui, bonsoir. Je voulais vous remercier de ce panorama historique et sociologique. Et j'ai une double question, si vous permettez. La première, ça concerne ce que vous avez avancé dans l'analyse d'un mode de production innovant. Et je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin parce qu'aujourd'hui, avec des modalités comme l'intelligence artificielle, comme l'auto-entrepreneuriat, qui est une façon un peu perverse de développer, enfin de prolonger ou de contourner le salariat, je crois qu'on pourrait prolonger votre propre réflexion. Sur le plan politique, ça a été dit avant moi, et vous l'avez fortement souligné, la démocratie, finalement, c'est un régime qui est fragile, parce qu'il n'utilise pas les armes des autres. Et il y a eu, malheureusement, vous avez cité un Premier ministre hongrois, il y a des gens qui se servent de la démocratie pour imposer le populisme, l'autoritarisme. Ça, c'est peut-être une difficulté en Europe. Voilà, c'était ma deuxième question. Pour commencer par cette deuxième question, il est clair que nous vivons dans des démocraties fragiles. Et les démocraties sont fragilisées par deux choses. Elles sont fragilisées d'abord par le fait que les citoyens sont fatigués. Que les citoyens sont fatigués parce qu'ils peuvent ne pas se sentir justement assez impliqués, assez reconnus, qu'il y a pour eux une coupure entre ce qu'ils vivent et les institutions, entre ce qu'ils vivent et puis l'expression publique des partis. Donc les citoyens fatigués, on peut dire d'une certaine façon, ils ouvrent la voie justement à ceux qui remettent en cause la démocratie en disant le peuple aspire justement à ce qu'on s'occupe de ses problèmes et non pas à la démocratie. C'était le grand argument de Napoléon III. Napoléon III disait moi j'ai été élu à travers, j'ai été élu d'abord président et ensuite j'ai été plébiscité. Et tous ceux qui représentent des partis ou les journaux représentent que des intérêts particuliers. Moi, je suis le seul à représenter l'intérêt général. Et donc, je peux mettre de côté les libertés. Parce que, disait-il, qui a élu les journalistes? Eh bien, personne n'a élu les journalistes alors qu'ils disaient « moi, j'ai été élu ». Donc, je parle pour la généralité de la société. Les journalistes, ils ne parlent que ce sont que ils disaient des talents liés à des capitaux.
Hein. Aujourd'hui, on entend ça aussi beaucoup. Hein. Dans l'ADN des journalistes, il y a beaucoup cet argument de Napoléon III, même si ceux qui le formulent ne connaissent pas bien les déclarations de Napoléon III. Donc la démocratie, oui, elle est fragile. Mais pour que la démocratie se renforce, il faut avoir l'idée de son renforcement et le fait de la renforcer un petit peu au quotidien, un peu partout. La démocratie, elle n'est pas simplement nationale. La démocratie, elle est quand le sens commun prend de l'importance. La démocratie, elle est quand on n'est plus dans une société d'éloignement. La démocratie, elle se renforce quand on est dans une démocratie de la citoyenneté proche. Et donc, en même temps, il faut repenser les institutions, mais en même temps, il faut faire vivre, on pourrait dire, cette démocratie du lien social, cette démocratie de la proximité. Car ce qui menace la démocratie, c'est la fatigue des citoyens et c'est l'éloignement des citoyens. C'est un philosophe américain, Michael Walzer, qui parlait de ça, la société d'éloignement comme moteur, je dirais, de la régression démocratique, et il avait tout à fait raison. Ce que vous dites sur l'intelligence artificielle, bien sûr, les progrès seront absolument énormes, mais qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle? Elle remplace l'homme-machine. On pourrait dire c'est la machine qui remplace l'homme, elle remplace l'homme-machine. Mais l'intelligence artificielle ne va pas remplacer la spécificité du lien social. Donc tous les emplois qui sont des emplois de la relation, ou tous les emplois qui sont des emplois de la créativité, et bien ça va être peu à peu vers ça que se concentre, je dirais, l'activité économique quand l'intelligence artificielle aura fait encore des bons en avant extraordinaires. Regardez, il y a encore des domaines, aujourd'hui l'industrie automobile, il n'y a plus de personnes, uniquement des régleurs, uniquement des surveillants sur les chaînes. Alors que chez Amazon, les OS modernes, c'est soit les entreprises de l'agroalimentaire, soit les plateformes type Amazon. Mais demain, on peut imaginer qu'il y ait des robots qui allaient prendre des choses dans les casiers et les expédient directement. Donc la bataille de l'avenir, elle sera véritablement celle-là. Comment faire en sorte que la créativité, les emplois étant les emplois de créativité et les emplois de la relation, soient des emplois au service de tous et qui construisent une relation sociale positive et non pas des emplois qui soient des emplois, je dirais, à nouveau accaparés par certains et qui en feraient leur miel. On aura de plus en plus besoin d'éducateurs, d'infirmières. Ah ben ça c'est clair. Ça c'est clair. Les emplois de la relation et les emplois de la création et autour, on peut dire tous les emplois de la régulation, tous les emplois de la maintenance de tous ces systèmes. Mais c'est ça les trois grandes catégories d'emplois. Les emplois de la maintenance du système, les emplois de la relation et les emplois de la création. Ça fait. Une question nous venant d'Internet. Pourquoi n'y aurait-il pas de délibération dans une démocratie électronique? Cela ne dépend-il pas plutôt des modalités? Et comment peut-on être aussi péremptoire sur ce sujet? Et l'internaute ajoute, la réalité de la délibération dans le système représentatif peut déjà être sujette à discussion. Oui, tout à fait. Il a raison de dire que la délibération dans le système représentatif est très sujet à discussion. Parce que qui dit délibération dit examen des arguments et possibilité de changer sa position après évaluation des arguments. Donc très souvent, dans les institutions, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, bien sûr qu'il y a des possibilités, sur Internet, sur la toile de délibération, tout à fait. Elles sont souvent parasitées par le fait que cet échange d'arguments, il est réduit par le fait qu'on communique surtout avec des gens qui se ressemblent et que c'est plutôt le règne de la démocratie négative que de la démocratie constructive. Mais c'est aussi, évidemment, un espace de la démocratie constructive. Seulement, la délibération, elle se fait aussi en mêlant, si je puis dire, les espaces. Tout ce qu'on appelle les jurys citoyens, par exemple, ils sont à la fois
une forme d'expression qui peut être une expression sur le net et une forme d'expression de personnes qui passent ensemble un temps assez long pour évaluer des arguments sur un sujet donné. Et la bonne délibération, c'est la délibération qui est capable de mêler les différentes techniques de délibération, les différentes modalités. Mais bien sûr que la délibération sur le net peut avoir tout à fait sa place et qu'elle l'a tout à fait dans certains cas. Et on voit même, par exemple, que le référendum sur le projet de constitution européenne est un exemple, pour le coup, assez vertueux d'échange d'arguments qu'il y a eu sur le net et de citoyens qui, plus que jamais, avaient acheté par centaines de milliers des livres sur la Constitution, d'une part, et d'autre part, par millions, regardé et suivi des débats sur le net. Donc oui, il y a des exemples positifs. Oui, bonsoir et merci de ce parcours depuis 1968 jusqu'à nos jours. Je me revois en 68 et j'étais assez naïf pour croire effectivement à la démocratie. Et par contre, ce que j'ai pas entendu ce soir, c'est parler de ceux qui interviennent dans les coulisses des parlements à Paris ou à Bruxelles. Je travaille dans le domaine de la santé et des associations de santé. Je peux vous dire que les lobbies, donc c'est ni la puissance financière ni la technologie, ce sont des lobbies simplement, des industriels qui se regroupent et qui influencent énormément les décisions. Et nous, citoyens qui essayons de se regrouper, avons énormément de mal à lutter contre ça. Donc c'est un front de combat démocratique. J'aimerais avoir votre avis sur cette question. Le propre de la démocratie, on l'a dit, c'est d'être justement le régime de la délibération ouverte, d'affrontement d'intérêts. Donc qu'il y ait des intérêts de l'industrie pharmaceutique, c'est sûr, et ils existent en tant qu'intérêt de l'industrie pharmaceutique, et qu'ils se parent des plumes du pan de la recherche scientifique, c'est aussi un fait. Et donc, qui dit délibération dit aussi des possibilités d'égalisation des capacités d'argumentation, des capacités d'apparition dans le public. Je crois que c'est quand même une des grandes fonctions de certaines associations et de la presse indépendante. Le rôle de la presse indépendante, de leur cellule d'investigation, c'est justement, sur un certain nombre de dossiers, d'avoir les moyens d'être aussi puissants, voire plus puissants que ces organismes. Ça ne marche pas toujours. Mais il y a des cas où ça marche tout de même. Regardez par exemple ce qui a été aux États-Unis, il y a même eu des films célèbres aux États-Unis sur le lobby des cigarettiers. Le lobby des cigarettiers qui était un des lobbies les plus puissants et qui là était même, je dirais, un des plus corrupteurs, puisqu'il n'hésitait pas à acheter des scientifiques généralement de second rang qui trouvent que vraiment c'était ce qui allait le mieux pour la santé que de fumer. Mais il faut égaliser. La démocratie, c'est l'égalisation des paroles. C'est l'égalité de la parole. C'est l'égalité des normes, c'est l'isonomie, mais c'est aussi l'iségorie. Et ça, je pense qu'il faut trouver les institutions ou les réglementations qui vont dans le sens d'une égalité des capacités d'argumentation et d'intervention. Par exemple, le fait dans certains pays, c'est le cas en France, d'aider la presse indépendante, ce qui est très important. Le Monde n'existerait pas s'il n'y avait pas les aides publiques. Et les aides publiques aident toute la presse quotidienne, par exemple. Et donc ça, c'est très important. Alors on peut dire que dans un système de marché, après tout, chacun doit être capable de contribuer. Alors, il y a des pays où ça marche vraiment. Les États-Unis, il y a beaucoup de contributions très importantes qui existent. Alors, bien sûr, l'argent joue un rôle encore plus grand dans les campagnes, puisque c'est en milliards de dollars que c'est monté les campagnes aussi bien de Trump que d'Obama et de Clinton. Mais ce qu'on a vu aussi récemment, c'est que des pays comme la France, ont limité
à peu près à 20 millions d'euros l'argent qu'on peut dépenser dans une campagne. Donc il y a plus d'égalité des paroles. Avant, certains pouvaient couvrir d'affiches tout le pays. Ça n'existe plus, ça. L'affichage sauvage, il devient quand même assez limité. Aux États-Unis, ce qui coûte le plus, c'est la télévision. Et à la télévision, les annonces publicitaires en politique, c'est à 90% des annonces négatives. C'est pas pour dire votez pour moi, je suis le plus beau, c'est de dire l'autre est un salaud, un malhonnête, un incapable, etc. Donc c'est la démocratie négative qui triomphe. Mais là, je crois qu'on peut tout à fait trouver les moyens, ou en tout cas le poser comme un principe démocratique, qui est les conditions d'une égalisation du poids des paroles. Après tout, le bulletin de vote, c'était d'abord ça. Le bulletin de vote, c'est cette révolution, c'est de dire la parole de celui qui est l'inalphabète est aussi importante que la parole du grand savant. Il y a un domaine, leur compétence est égale dans la reconnaissance du bien commun. Et que, bien sûr, dans la société, ils sont très différents. Mais en démocratie, ils sont égaux en démocratie. Parce que pour avoir le sentiment des personnes à qui on peut faire confiance pour gérer les affaires collectives, pour avoir le sentiment de ce qu'est la justice, eh bien là, le savant et l'homme de la rue, ils ont la même capacité. Et donc la démocratie repose sur cette idée d'égalité. Et là, je crois qu'il faut trouver ces conditions d'égalisation de la délibération. Peut-être la dernière question. Oui, j'ai envie de vous dire, en matière de lobby, je comprends la question qui a été posée. Le drame, c'est pas qu'il y ait des lobbies qui représentent des intérêts, c'est qu'ils avancent masqués. Moi, si les lobbies avancent à visage découvert, ça ne me gêne pas, parce qu'ils ont des arguments, on peut les contrer. Mais les lobbies masqués, c'est terrible. Oui, tout à fait. Oui, je voudrais faire une remarque sur le vote, justement. Oui. Oui. Quand je vote pour mon député, ce n'est pas un mandat impératif. Donc, je fais assez confiance à mon député pour porter une parole qui me représenterait. Mais ce que j'ai vu, c'est que le député était utilisé en missi dominici par le gouvernement dans un sens inverse, pour essayer de porter la parole du gouvernement vers les électeurs. Donc là, il me semble qu'il y a une perversion du rôle du député. Et une autre remarque, qu'est-ce que vous pensez du travail d'une association comme ATD Quart Monde ? Bon, pour ATD Quart Monde, une des richesses de cette association, c'est justement qu'elle a essayé de donner la parole à ceux qui composaient ce milieu. ATD Quart Monde a voulu justement, pas simplement apporter une aide matérielle ou un réconfort à des personnes en difficulté, mais leur redonner leur dignité et en faire des personnes qui avaient une capacité de parler eux-mêmes de leur situation. Je crois que c'est ce qui a fait la singularité historique d'ATD Quart Monde. Sur la question du député, le député, on ne peut pas avoir de mandat impératif pour une raison très simple, c'est qu'on pourrait avoir des mandats impératifs si l'avenir était déjà tracé. Mais comment peut-on discuter si en permanence on vit dans un monde qui est soumis à des crises, qui est soumis à des changements permanents? Le mandat impératif vaut pour des questions très particulières sur le court terme. Mais si par exemple le mandat impératif c'est de dire battez-vous pour augmenter le SMIC de 50%, mais qu'il y a une crise économique terrible, le mandat impératif, il ne veut rien dire, parce que le mandat impératif n'inclut pas la prévision des circonstances, je dirais. Et pour qu'il soit valable, il faudrait qu'il inclue la prévision de toutes les circonstances. Donc de ce point de vue-là, le mandat impératif ne peut valoir que lorsqu'on représente quelqu'un sur des choses pour un acte très particulier. Vous pouvez donner un mandat impératif à quelqu'un pour signer un papier pour vous, ou pour effectuer une démarche, ou pour donner un avis. Mais pour dire ce qu'il faudra faire dans 2 ou 3 ans, les décisions qu'il y aura à prendre dans 2 ou 3 ans, vous pouvez indiquer des orientations générales, mais vous ne pouvez pas prédéfinir des décisions spécifiques. En revanche, vous avez tout à fait raison de souligner cette transformation de la politique où le monde politique représente les pouvoirs auprès des citoyens, alors qu'historiquement,
On peut dire que l'histoire même des partis politiques, c'est de partir des réalités des citoyens et les exprimer, les faire monter vers le haut. Par exemple, le premier parti, la première dénomination du parti travailliste anglais, c'était le comité de représentation du travail. Cela veut dire vraiment que ça partait, et d'ailleurs c'était issu des syndicats. Donc c'était vraiment issu du milieu ouvrier, c'est porter le monde ouvrier pour en faire un acteur politique et un instrument de représentation politique. Pourquoi aujourd'hui ça fonctionne dans d'autres sens? Ça fonctionne dans d'autres sens pour une première raison, c'est que la politique est beaucoup plus personnalisée. Et donc la politique aujourd'hui, elle va du haut vers le bas. La politique, c'est une politique non plus qui part de la demande, c'est une politique de l'offre. Et c'est une politique de l'offre parce que c'est une politique des individus. Ce qui est caractéristique des trois, je dirais, grands vainqueurs des élections dernières en France, le Front National, la France Insoumise et la République En Marche, c'est que c'est une offre politique qui est descendue du sommet. Alors on peut dire que chacun d'entre eux écoutait la base à sa façon, certainement, mais que c'est l'offre politique qui décide. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent des mouvements et qu'ils ne veulent pas être des partis. Parce que être des partis voudrait dire qu'une démocratie interne. Or, ils ne veulent pas du tout qu'il y ait de démocratie interne. Ils veulent justement que ce soit un fonctionnement qui aille du haut vers le bas. Et la deuxième raison pour laquelle les partis politiques sont devenus ceux qui représentent les pouvoirs et non pas ceux qui représentent la société, c'est justement à cause du changement de la fonction parlementaire. La fonction parlementaire n'est plus la délibération et n'est plus la représentation du pays. La fonction parlementaire, c'est le soutien ou la critique du gouvernement. Donc, ceux qui soutiennent le gouvernement, ils défendent les intérêts du gouvernement auprès de la population, et ceux qui critiquent le gouvernement, ils critiquent les actions du gouvernement auprès de la population. Donc c'est exactement le monde à l'envers. Et ça, on n'en sortira que si justement il y a d'autres formes de représentation que celles que produit l'élection. Ça, c'est le premier point absolument essentiel. Et deuxièmement, si à côté, en termes institutionnels, à côté des parlements qui ont tout de même une fonction régulatrice, qui ont tout de même une fonction, d'abord, il existe la mise en responsabilité, quand même formelle. Eh bien, il existe des institutions, des nouvelles institutions qui accomplissent les fonctionnalités parlementaires historiques. Parce que les fonctionnalités parlementaires historiques, telles que Bentham les décrivait par exemple, les 5 grandes fonctionnalités que j'ai mentionnées rapidement tout à l'heure, eh bien, le Parlement ne les remplit plus. Donc il faut trouver soit des institutions, soit des fonctions citoyennes pour le faire. Une institution, par exemple, c'est qu'en ce qui concerne la surveillance pour limiter la corruption et les conflits d'intérêts, la mise en place de la haute autorité pour la transparence de la vie publique contribue à cela. Avant, c'est quand même les parlementaires qui contrôlaient leurs affaires. Non, là, c'est une institution indépendante. Et chose très intéressante, d'ailleurs, la loi qui a mis en place cette haute autorité de la transparence de la vie publique, et qui est vraiment menée de main de maître par Jean-François Nadal, un grand magistrat, eh bien, la loi spécifie que des organisations de la société civile peuvent apporter leur concours. Et de fait, Transparency International et Anticor, qui sont 2 grandes associations de lutte contre la corruption, pour la transparence publique, eh bien, travaillent la main dans la main avec cette institution publique. Et c'est un exemple vertueux, si je puis dire, de travail commun entre institutions publiques et initiatives citoyennes. Merci.